Bonjour, bienvenue à Aime l'été, vendredi 9 août. Ici Chantal Lavoie, la fin de semaine qui s'en vient. En même temps, dernier jour des Jeux olympiques de Paris 2024 que nous réservent les dernières compétitions, mais aussi bien hâte quand même de regarder la cérémonie de clôture dimanche. On en discutera très certainement au cours de l'heure qui va suivre. Nous allons nous déposer en cette dernière journée de la semaine avec une invitée toute spéciale tout au long de cette prochaine heure. Nous allons aborder des tas de sujets avec elle, un beau retour sur sa carrière, ses expériences de vie. Nous allons discuter aussi de comédie musicale. Il y en a deux présentées ces jours-ci qu'il ne faut pas manquer. Une des membres de notre équipe est justement sortie hier soir pour assister à une des deux. Voici donc Aime l'été. Et nous passerons l'heure aujourd'hui avec nul autre que Geneviève Borne qui arrive de Paris où elle a animé le Festival Scène Canada qui avait pour but de promouvoir nos artistes québécois et canadiens en marge des Jeux. En tant qu'ambassadrice, elle sera de retour dans la Ville Lumière entre le 28 août et le 8 septembre pour les Jeux paralympiques cette fois. Ce sera un grand plaisir de partager ses toutes dernières expériences, mais aussi de parler de son parcours professionnel, le parcours de vie, ses rencontres, ses voyages, enfin ses épreuves aussi et les causes pour lesquelles elle s'est engagée. Nous aurons l'occasion de parler du spectacle musical Don Juan, présenté en ce moment à la salle Wilfrid Pelletier. Notre collaboratrice à la recherche, Clarence Robitaille-Meloche, a assisté à une représentation hier soir. Alors c'est parti pour une belle heure de plaisir à Aime l'été. En douceur. Tout en douceur. On se retrouve, les trois filles, comme ça, autour de la table. Ouais, c'est heureuse. fort sympathique. Nathalie, Barrette, Geneviève, et on aura Clarence un peu plus tard avec nous. Alors, on va passer l'heure ensemble. Quel privilège. Merci, Geneviève. Merci pour cette belle invitation. C'est un plaisir de te rencontrer et de retrouver mon amie oui, Nathalie. vous connaissez. Oui, depuis plusieurs années, on a travaillé ensemble, puis on a un lien très fort. On est très complices. Ah, c'est merveilleux. Ça va être d'autant plus intéressant comme ça de partager je dois plein de avouer choses. que je suis très heureuse que tu sois là aussi parce que pour moi, Geneviève est la personne la plus lumineuse. Oh, Non, c'est merci. vrai, c'est lumineuse. Tu es vraiment, vraiment lumineuse avec tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu. Mais à toutes les fois que je te vois, parce que bon, je vais aussi à des trucs du Chaînon, des fois je te vois et mon Dieu, que tu shines! C'est Ouais, incroyable. mais d'ailleurs, je dois dire, je disais à Nathalie que j'avais beaucoup d'admiration pour toi. Oui. Je ne te connais pas personnellement. On s'est jamais croisés, mais tu m'as toujours fascinée. Tu es quelqu'un que j'écoutais et j'aurais voulu. À Musique Plus? Oui, mais partout. Parce que Dans les émissions de voyage? les émissions de voyage. Tu as animé plein de choses. Et puis, je trouvais que tu as toujours eu cette élégance, cette classe, cette personnalité, mais à la fois cette simplicité aussi. Tu es vraiment quelqu'un de... Oui, je trouve... Vraiment, j'étais fascinée par toi. Alors, c'est des choses... Mais c'est positif, là. C'est pas... Tu sais, j'avais... C'est gentil. Et je dois le dire, c'est que Chantal, elle t'a vu ici, puis elle m'a dit, oh mon Dieu, j'ai croisé Geneviève Borne. Je dis, est-ce que tu as envie qu'on la reçoive? Oui, parce qu'en fait, tu étais venue donner une entrevue juste avant que tu partes. Oui, juste avant de partir pour Paris, pour le festival Scène Canada qui a lieu jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. C'est ça. Alors, puis tu vas y retourner, bien sûr, parce que là, tu faisais une petite pause comme ça entre les deux. Cela dit, c'est difficile de ne pas parler des Jeux. Comment ça s'est passé? D'abord, toi, tu avais à promouvoir les artistes canadiens et québécois. Donc, tu étais sur une scène flottante. On en a parlé un peu la semaine dernière. Je pense qu'on t'avait accroché au vol. Absolument. Un petit peu là, pour en parler. Et puis ensuite, c'est ça. Mais donc, oui, ça a été une belle expérience. Pour le résumer, c'est un festival qui met en lumière des artistes québécois et canadiens pendant les Jeux olympiques de Paris. C'est l'occasion parfaite parce que là, tous les Jeux du monde sont tournés vers Paris. Donc, si on peut faire briller les artistes et artisans québécois et canadiens, c'est parfait. Puis ça se passe au Fluctuaire, qui est une galerie d'art flottante
sur la Seine, au pont des Invalides. Et puis, donc, c'est un endroit qui est déjà très populaire où les gens vont prendre un verre, où est-ce qu'il y a déjà des spectacles et des DJ. Mais là, le Festival Seine-Canada se déroule là. Et ça a commencé avec un concert de Cœur de pirate. Et c'était tellement le fun parce qu'elle a chanté sur le toit du Fluctuaire, sur le rooftop, comme disent les Français. Puis elle avait son beau piano à queue. Et puis, il y avait donc des gens sur le Fluctuaire qui assistaient au spectacle, mais des gens sur les quais et sur le pont des Invalides, juste à côté, qui connaissaient les chansons de Cœur de pirate. Il y a des gens qui étaient là parce qu'ils savaient qu'il y avait un spectacle et il y en a qui l'ont découvert au passage. Et c'est ça qui est le fun aussi. C'est que l'emplacement permet d'attraper des gens au passage. Exactement. Donc, ils l'ont reconnu et tout. Alors, vraiment, parce qu'elle est très populaire, bien sûr, là-bas. Oui. Mais puis, ça va finir avec Charlebois à la fin, finalement, à la clôture. Au moment où... Le 29 août, pendant les Jeux paralympiques. C'est ça, pendant les Jeux paralympiques. Robert Charlebois qui sera là. Puis, Charlebois, vous le savez, c'est une légende en France aussi, à Paris. Ouais. Donc, il est très populaire. Puis, à travers ça, il y a des artistes qui représentent davantage la relève aussi. Une jeune femme qui s'appelle Alana Sterling, qui est une Ontarienne extrêmement talentueuse, qui écrit de belles chansons. Elle est comme l'artiste en résidence, donc elle est là à tous les jours ou les 2 jours. Il y a Fouki qui vient tout juste de donner une prestation aussi. Il y a des DJ, il y a des arts visuels, il y a de la gastronomie avec le chef Phil Cameron. Il y a des sports extrêmes, dont le festival Jackalope, un festival montréalais de skateboard et de BMX, qui fait des manifestations sportives au Fluctuaire aussi. Ouais. C'est ça. Effectivement. Et puis, c'est sûr que comment ne pas parler de la cérémonie d'ouverture? Est-ce que tu l'as vu? Enfin, tu as pu voir tout ça, finalement, de près. Et ensuite, évidemment, toute la controverse, tout ce que ça a suscité comme commentaire. Comment c'était là-bas? Bien, en fait, moi, je l'ai regardé à la télé parce que même si j'étais là, je sais que c'est un show qui a été conçu pour la télé. Oui. Alors, contrairement aux autres cérémonies d'ouverture qui se passent dans un stade et les 60 000 personnes qui ont la chance d'être là voient toutes la même chose. Et quand on regarde à la télé, on voit la même chose aussi. Mais cette fois-ci, c'est un spectacle qui se déroulait tout au long de la Seine. Donc, si j'avais pris mon courage à 2 mains et que j'étais allée sur le bord de la Seine ou au Fluctuaire, par exemple, qui est stationné là, bien, j'aurais vu des bateaux d'athlètes passer, mais j'aurais pas vu tous les tableaux. Non, j'aurais pas vu la Tour Eiffel, j'aurais pas vu la prestation métal à la conciergerie. Tout à fait. Alors, c'est la meilleure place pour regarder ce show-là, c'était à la télé. Exact. Mais ce qui est le fun, c'est que, étant donné que j'étais à Paris, dans un appartement chez des amis, les fenêtres grandes ouvertes, on entendait la musique, les pétards, tout ça. Il y avait des explosions de couleurs dans le ciel, donc on voyait les nuages bleus. Donc, j'avais en direct le son ambiant de la cérémonie. Est-ce que tu dirais que c'est, pour toi, une des plus belles cérémonies que tu Avec celle des Jeux de Beijing, de Pékin, qui m'a absolument fascinée en 2008. Parce que là, on était plus à Pékin, on était plus dans la rigidité, la synchronicité, puis tout ça. Et ça, c'était très impressionnant. Alors que là, on est dans l'éclatement total. On est à la fois dans l'histoire et dans l'avenir. On est dans les représentations culturelles, les représentations de genre, des clins d'œil au passé, à Marie-Antoinette, à tellement de choses au cinéma, Méliès. C'était extrêmement impressionnant. Mais il me semble qu'on est à une époque où on a besoin de s'éclater. Oui. On a besoin de ça. Tu sais, j'ai entendu des gens qui ont un peu critiqué les cérémonies d'ouverture. Bon, c'était peut-être pas fait de façon traditionnelle, c'était audacieux, mais on a besoin de ça là, en ce moment. Absolument. Je veux dire, c'était un ravissement, c'était joyeux. Oui. C'était incroyable de voir tous ces danseurs-là qui dansaient sous la pluie. Vous pouvez imaginer être sur une barge qui flotte sur la scène, qui est toute mouillée. Pensez aux caméramans. Il y avait des défis Pensez à toute énormes. l'équipe technique qui n'a pas pu répéter ça parce que c'était secret.
Moi, j'étais vraiment impressionnée. Le jeu de lumière sur la Tour Eiffel, ça m'a jeté à terre. La prestation de Céline Dion était extraordinaire. C'était tellement touchant. Oui, on se croisait les doigts. J'avais parié qu'elle serait dans la Tour Eiffel. Ouais. Je trouvais que c'était extraordinaire. Il y a des gens aussi qui étaient déçus ou qui ont crié au blasphème parce qu'ils pensaient que c'était la dernière scène, la scène qui était illustrée, alors que non, c'était pas ça. De Dionysos, Bacchus, avec Philippe Catherine peint en bleu. Peut-être que les gens se sont fâchés en pensant qu'on insultait un tableau qu'on a un symbole religieux très fort, alors qu'on était dans les dieux grecs. Donc, est-ce qu'on se fâche pour quelque chose qu'on n'a pas compris? En fait, c'est ça. C'est clairement ça. Les gens n'ont pas compris. Il y a certains tableaux qui ont été mal compris. Et c'est pour ça, j'écoutais certains témoignages de gens sur Internet, puis il y a des gens qui étaient vraiment fâchés. Ouais, mais c'était vraiment le fait de ne pas savoir du tout. Exactement. Il faut dire que, comme j'ai regardé la cérémonie d'ouverture sur France 2, c'était extrêmement bien décrit. Parce que leur invitée, leur commentatrice principale, c'était Daphné, la costumière. Daphné Burki, qui était la costumière, qui a conçu les 3000 costumes du spectacle, qui avait connaissance de tous les tableaux et de toutes les références. Donc, moi, je me suis sentie prise par la main et on savait toujours ce qui se passait. On est où? On fait référence à quoi? Pourquoi c'est présenté comme ça? Ce qui n'était pas le cas ici. C'est ça, j'allais dire. Loin de moi l'idée de critiquer Radio-Canada. Non, pas du tout, mais c'est pas... c'est difficile on ne sait peut-être pas de trop suivre tout ça. Oui, on ne sait pas trop, évidemment, les dessous. Je sais que c'était pas facile. Il pleuvait. Ils étaient peut-être pas bien préparés en conséquence parce que... Est-ce qu'ils avaient tout le contenu? Parce que tout est resté tellement secret. En général, on reçoit un cahier de notes, mais est-ce que tout était là? Je ne le sais pas. Mais donc, j'ai eu la chance et cet avantage-là de le regarder sur France 2. Je pense qu'il y a des gens ici aussi qui pouvaient regarder la captation sur France 2. Mais c'est donc, sûr on était directement Daphné Burki, qui avec est l'équipe. Au cœur même de la création de ce spectacle-là. D'ailleurs, de tous les spectacles, cérémonie d'ouverture, de clôture, et puis justement, je l'entendais là pour la cérémonie de clôture, c'est ça, ils doivent, évidemment, là, ça va se passer dans le Stade de France cette fois-ci, mais il y a des défis énormes. Pour toutes les gens qui travaillaient, là, qui ont préparé tout ça, évidemment, ça se faisait à des heures impossibles parce qu'on ne pouvait pas, comme on dit, pour les cérémonies d'ouverture, on ne pouvait pas répéter. Imaginez répéter dans un studio quelque chose qui va se passer sur l'eau. Oui. Et ne pas pouvoir faire de répétition de caméra au bon endroit. Exact. Et puis avec des insertions finalement de trucs qui ont été déjà tournés. Oui. On était sur les toits de Paris, partout. Mais là, Daphné Burki disait que justement, là, il se passe des compétitions là, dans le jour. Et puis il travaille la nuit. Pour le spectacle de clôture. Alors, vraiment, ils font des choses remarquables. Je suis absolument fascinée. Ah non, moi, ils m'ont jeté à terre. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Et c'est drôle parce que, puis on va en reparler, mais j'ai vu Starmania cette semaine, la nouvelle mouture, puis la mise en scène a été faite par Thomas Joly, qui est l'idéateur de la cérémonie d'ouverture. Et il y avait des flashs incroyables dans le spectacle de Starmania, puis je reconnaissais sa signature. D'ailleurs, je pense que bien des gens, quand ils ont su que c'était lui qui faisait la mise en scène, ont dû prendre un billet juste parce que c'est lui qui faisait la cérémonie des Jeux. Oui, c'est ça. Alors, vraiment, ça a été un grand plaisir. Et puis toi, tu étais sur place. Alors, tu nous as juste, en te parlant la semaine dernière, au moins, tu nous as donné un petit peu le pouls là, sur le terrain. C'était vraiment très chouette. Alors, c'est sûr qu'on va en reparler. Bien sûr, il y a plein de mystères entourant aussi la cérémonie de clôture. Mais j'ai entendu dire que Billie Eilish chanterait à partir de Los Angeles. On a entendu parler de Tom Cruise qui ferait une cascade de Paris à Los Angeles. Parce que là, ça va être la transmission de Paris à Los Angeles. Oui, la transition, parce que les prochains Jeux sont à Los Angeles. Exact. Alors, il y a plein évidemment, on a fait plein de suppositions. On pensait que les Daft Punk allaient être là. Finalement, non. Mais on a entendu leur musique pendant la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est ça. Mais évidemment, eux, ils font toujours des choses assez secrètes. Alors, on ne sait jamais, mais c'est pas, semble-t-il qu'ils ne seront pas là.
Évidemment, c'est un duo mythique là, en France. Mais oui, non, Nathalie... je voulais juste savoir, toi, t'en reviens. Comment tu es, toi, Geneviève Borne? Ah, mais écoute, moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que c'est un Paris qui ressemble à rien de ce que j'ai vu avant. Je suis allée une cinquantaine de fois à Paris. Et là, c'est incroyable. Le centre de la ville est entièrement happé par les épreuves, par les activités olympiques. Mm-hmm. Et quand on s'éloigne du centre, il y a un calme, il y a une poésie, on entend les oiseaux chanter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens qui avaient quitté la ville en se disant « Oh mon Dieu, ça va être le chaos, ça va être épouvantable ». Il y en a qui ont devancé leurs vacances. Le mois d'août, c'est la période des vacances, de toute façon, chez les Français. Mais c'est un Paris magnifique, là. C'est pas l'occasion parfaite pour visiter les grands monuments parce qu'ils sont tous clôturés en ce moment, parce que ça se passe là, chaque activité se passe là. Mais si vous voulez avoir la Joconde à vous tout seul dans le musée, là, c'est parfait. Là, c'est le moment parfait. Et si vous voulez prendre le temps de découvrir les quartiers comme Saint-Germain, comme Montmartre, c'est d'une tranquillité, c'est agréable. Il faisait super beau quand j'étais là. Fait que j'ai adoré. Ça va rester une bulle en dehors du temps. Ça va rester un Paris unique que je vais avoir vu. Ouais. T'es chanceuse. Ouais, en fait. Et ben justement, parlant de chance, en fait, tu as fait, je trouve que tu as eu la chance d'avoir une carrière à la fois très variée. Est-ce que, comment tu vois ça aujourd'hui, le regard que tu poses sur ta carrière, parce que ta carrière qui a commencé très jeune comme mannequin, tu as été l'image de CoverGirl, on s'en souviendra. Oui, et puis Musique Plus, dans ma jeune vingtaine. Moi, je dirais que ma carrière a toujours été variée parce que j'ai différents intérêts. Et donc, au lieu de voir ma carrière de façon linéaire, où on construit quelque chose, on s'en va en ligne droite et on souhaite être en ascension et atteindre des choses précises, moi, je vois ma carrière comme un éventail. Donc, les choses se sont déployées en parallèle. Et ce qui fait que j'ai pu explorer mes passions pour la musique, pour la mode, pour le voyage, en parallèle. Oh, mon Dieu. Et donc, pour moi, c'est très satisfaisant. Et aussi ma passion pour la photographie. J'ai une passion pour l'écriture. J'aime faire plusieurs choses parce que, de toute façon, on n'est pas qu'une chose, on est tous multiples. Et pourquoi pas explorer ces passions comme ça? C'est drôle, on en parlait toutes les deux, on parlait de toi, puis on disait, on en avait l'impression que tous tes choix, c'était des choix de cœur. Oui, c'est ça. Et ça paraît. C'est vrai que ça paraît dans tes projets. Il faut que ce soit des choix de cœur. Ouais. Et aussi en harmonie avec mes goûts. Oui. Les choses que j'aime, les valeurs qui sont importantes pour moi, mais les choses que j'aime aussi. Et j'ai une idole qui s'appelle David Bowie, que j'admire tout autant maintenant. Pour rappeler ce travail qu'il a fait aussi. Oui, je l'admire tout autant maintenant, même s'il n'est plus parmi nous. Pour moi, c'est un demi-dieu. C'est quelqu'un que je vénère, que j'admire. La raison pour laquelle je parle de lui, c'est que il a toujours été quelqu'un qui cherchait les choses qui sont en marge et qui les ramenait vers le centre. Et donc, je trouve qu'à travers lui, j'ai découvert des choses qui étaient plus alternatives ou plus en marge, mais qu'une fois qu'on les explore et qu'on les comprend, ça devient accessible. Et je pense qu'il a fait un grand travail comme ça. Madonna a fait ça beaucoup, populariser des choses qu'elle a explorées, qui étaient un peu plus en marge. Le voguing, par exemple, ça se faisait dans les années 70, début 80, ces compétitions-là, ces batailles de voguing-là, dans la communauté gay, beaucoup dans les bars. Et elle, avec sa chanson Vogue, au début des années 90, elle a rendu ça extrêmement populaire, là. Tout le monde sur le plancher de danse peut faire du voguing, sans comprendre nécessairement toutes les références et d'où ça vient et le côté plus underground de la chose. Mais c'est une femme qui a toujours fait ça, qui a toujours exploré beaucoup de choses et qui les a amenées au centre. Donc, en ayant ces deux idoles-là, c'est comme si ça m'a incité, moi aussi,
à avoir une curiosité pour les choses qui ne sont pas commerciales ou évidentes, juste d'aller fouiller un petit peu plus loin. Ben, c'est ce qu'on a toujours remarqué chez toi, finalement. Alors, tu es une artiste à toute fin pratique, c'est ça, une artiste? J'ai un côté artistique, j'ai un côté créatif qui est très Absolument. développé. J'ai besoin d'exprimer ma créativité. Mais je pense qu'on a tous besoin d'exprimer notre créativité. Et on a tous le droit aussi. Ouais. Tu sais, on a tous le droit de danser, puis de chanter, puis de faire de la musique. Après ça, est-ce que c'est écoutable? C'est autre chose. C'est ça. Mais, On n'a pas tous les Mais talents. tu as cette créativité à travers, justement, ta façon de bouger, ta façon de porter les vêtements. Alors, il y a eu tout ça, mais il y a eu aussi, évidemment, la créativité aussi, tu l'as eu dans ta façon d'aborder les gens, dans tes entrevues, dans l'angle aussi. Ça, c'était particulier à toi. Tu as fait de belles rencontres, il faut le dire. Évidemment, des Paul McCartney là, que tu as rencontrés comme ça, avec Musique Plus. Après ça, tout ce qui... tu as eu, évidemment, des contacts aussi qui t'ont amené à rencontrer des gens d'exception. Et tu as rencontré la royauté aussi. La reine Élisabeth. La reine, le prince que Charles. j'ai trouvé tellement adorable, mon Dieu. Mais pour revenir à mes idoles, en fait, moi, je remercierai jamais assez la vie d'avoir pu rencontrer mes idoles, c'est-à-dire Madonna, David Bowie et Paul McCartney. Paul McCartney, c'est arrivé beaucoup plus tard que Musique Plus. J'ai quitté Musique Plus en 2000. Je l'ai rencontré, McCartney, en 2008, la première fois. Et j'ai fait des émissions spéciales avec lui. Je l'ai interviewé 3 fois. Madonna, je l'ai interviewé 3 fois. 2 fois à Musique Plus pour la télé. Puis un peu plus tard, une entrevue pour un journal. Et David Bowie, 1 heure à Musique Plus en direct. Et Quand même j'en incroyable. reviens pas encore. Puis tout ça, c'est sur YouTube, là, puis je regarde ça des fois, puis je me pince. Mais est-ce que tu as douté parfois? Est-ce qu'il y a la Geneviève Borne qui est inquiète quand elle prépare de telles entrevues? Ah oui, j'ai le trac. J'ai le trac. Puis des fois, je me dis, mais mon Dieu, t'as pas à avoir le trac. Ça fait des milliers de fois que tu fais ça, mais j'ai le trac pareil. Récemment, là, j'ai fait une entrevue de 90 minutes avec Geddy Lee, le chanteur et bassiste de Rush. C'était dans le cadre du Festival d'été de Québec. J'étais tellement heureuse qu'on m'invite à faire cette rencontre-là avec lui. Et j'avais le trac avant. Puis une fois que ça commence, ça va. Puis tu sais, toutes les questions s'enchaînent. Mais avant, mon petit cœur, il bat fort. Parce que t'as beau te dire que t'es préparé, que tu sais où tu t'en vas, puis que tu sais comment faire ça. On reste des êtres humains, c'est des rencontres humaines, puis on ne sait jamais comment ça va se passer. Puis une fois que la glace est brisée, là, ça va. Une fois que la glace est cassée, ça se passe bien. Mais je suis contente de garder quand même un trac parce que en anglais, ils disent « it keeps you on your toes ». Exactement. Ça te garde alerte Tout à fait. et ça fait en sorte que tu vas être encore plus vigilante et encore plus préparée. Et donc, il faut garder ce petit trac-là. Oui, ça donne de meilleures rencontres, de meilleures entrevues très souvent. Et puis, mais en fait, tout ça, je pense à plein de choses que tu as fait par la suite, c'est-à-dire que toutes tes expériences, le fait que tu parles aussi très, très bien anglais, hein, tu es parfaitement bilingue, Ouais. ça t'a amené à être... Depuis l'enfance. Oui, c'est ça. Mon grand frère allait à l'école anglaise depuis le secondaire. Et puis, ses amis, c'était tous des anglophones. Puis, ils venaient à la maison. Puis, je dis souvent, on devient ce qu'on a toujours été parce que je considère que j'ai toujours été ce que je suis devenue. Parce que quand j'étais petite, dans ma maison, dans le sous-sol, mon père m'avait construit une discothèque. Oh. Fait que j'avais des murs en papier miroir. J'avais une grosse boule disco. Puis, j'avais mon tourne-disque là, avec le couvercle transparent là, Ouais. qui avait l'air d'un ovni. Puis après l'école, les copines venaient danser dans ma discothèque. Puis là, je vous parle j'avais 10 ans, 12 ans, 11 ans. Et là, j'allais chez Discus acheter des 45 tours chaque semaine. Puis là, c'est moi qui étais la DJ. Puis là, je mettais des chansons. Puis là, je disais, OK, ça, c'est une nouvelle chanson de Blondie. Ça s'appelle Call Me. Puis ça s'appelle My Sharona. Vous allez aimer ça. Puis là, on dansait, les petites filles, Alors, on tu déployais dansait. déjà tes talents de DJ, d'animatrice et et tout. de désir de vouloir faire découvrir de la Effectivement. musique. Puis en parallèle, dans le garage, pendant ce temps-là, mon grand frère, qui est musicien, répétait avec son groupe. Puis là, moi, j'allais assister
aux répétitions de son groupe, puis je m'assoyais sur un ampli ou sur un haut-parleur, puis je parlais avec les musiciens. Je faisais du Musique Plus quand j'avais 12 sans ans. le savoir, c'est fou. Je faisais du Musique Plus, je posais des questions parce que ça m'intéressait. Comment ça marche, ça, cette pédale-là, puis cette guitare-là, puis comment on change une corde, puis et les gars répétaient dans le garage, puis là, il y avait, chaque soir après l'école aussi, les amis qui venaient s'asseoir dans notre pente de garage. On avait une entrée de garage en pente, puis là, on attendait que la porte de garage lève. Puis là, on venait fou, là. T'sais, la porte de garage levait, puis là, t'avais 4 gars qui avançaient avec la boucane. Je sais pas pourquoi, il y avait de la boucane dans le garage. Puis les cheveux longs, puis là, ils jouaient du Led Zeppelin, puis tout ça. Puis tous les jeunes du quartier étaient comme « What? » C'est donc bien le fun d'aller chez les bornes. Oui, c'était le fun. Puis là, toutes les filles, mes copines, tripaient sur mon frère. Puis ils disaient, est-ce qu'Éric est là? Ben oui, Éric est là. Je savais qu'il y a des filles qui étaient là pour mon frère, mais ça me dérangeait pas. Tes parents ont été ultra accueillants. Hein? Oui. Ouais. Je pense mais ils ont été importants, ça. j'imagine qu'ils avaient cette fibre-là aussi en eux, puisque vous l'aviez. Bien, une grande ouverture d'esprit, puis je pense que, dans le fond, ils aimaient ça qu'on soit à la maison. Oui. Tu sais, on faisait pas tant de mauvais coups, puis on était là. Il y avait du monde dans la maison. Oui, c'est ça. Il y avait bien du monde, mais ma mère sortait des sandwichs, des chips, des jus, puis tout. Puis on était là. On avait envie d'être à la maison parce qu'on pouvait s'exprimer. Ça dérangeait pas mes parents que moi, je mette de la musique forte dans le sous-sol ou que mon frère joue sa musique avec ses amis. On était à la maison. Ouais. Alors, tout part de là, finalement. Tout part de là. C'est ça, exactement. Et puis après ça, bien, évidemment, tu as été... comme tu pouvais travailler dans les 2 langues, alors ça t'a amené à travailler, à être invité pour être animé les Fêtes du Canada. Puis c'est là que tu as rencontré la reine, oui, c'était le 150e tout, anniversaire du Canada, de la Confédération. Oui. Le Canada est plus vieux que ça. Mais c'était l'invité d'honneur, la reine Élisabeth. C'était en 2010. Et puis, après le spectacle que j'animais, elle est venue féliciter les musiciens, puis elle m'a adressé la parole. Moi, j'ai demandé à ma mère de m'apprendre à faire la révérence, la petite révérence, comment lui tenir la main, puis tout ça. C'était énervant, c'était impressionnant. Mais au final, là, elle était toute petite, toute souriante, puis elle m'a dit « It was a lot of work for you today. You did a great job. » Comme une grand-maman. Comme une petite grand-maman. Puis elle me faisait penser à ma grand-maman Mimi qui se coiffait pareil, puis qui avait un petit peu la même silhouette, puis tout ça. Donc, pour moi, la reine Elisabeth, c'est comme une grand-maman. Ouais. On va s'arrêter là, mais évidemment, toi, tu es une passionnée d'abord de Londres aussi. Oui. Alors, on parlera un peu de tes voyages. On va parler évidemment de Don Juan aussi après la pause. On s'arrête juste un petit 2 minutes, puis on reprend avec toi. Super. Vous écoutez Aime l'été. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Seulement l'amour pour qu'il guide nos pas, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Changer pour que l'amour arrive, changer pour que la passion nous délivre, pour qu'un jour notre histoire soit écrite dans les livres. Changer pour que l'amour s'étende, des forêts de Shanghai à l'Irlande, pour qu'il n'y ait que l'amour quand il faudra se rendre.
Alors oui, deuxième moitié d'heure de Aime l'été. Et puis là, on était gâtés parce qu'on avait des extraits de Don Juan, ce spectacle musical qui est présenté en ce moment à Montréal, à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Et puis on accueille Clarence, notre collaboratrice au contenu, à la recherche, donc qui est allée sortir hier soir finalement. Clarence. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai assisté à la première médiatique hier soir de Don Juan. Donc, je vais venir vous en parler aujourd'hui. Bon, parfait. Puis, ça donne bien parce que Geneviève, elle a vu, tu l'as vu à maintes reprises. Hein? Don Juan, oui. J'ai vu la création originale. Oui, moi aussi. Puis, effectivement, j'avais vu aussi la version symphonique qui avait été présentée il y a quelques années. Ça, j'avais bien aimé aussi. Oui. Alors, c'était avec avec les vrais interprètes, là, effectivement. Alors comment tu as trouvé ta soirée? Alors, j'ai apprécié ma soirée. J'ai trouvé le spectacle bien fait et j'ai trouvé ça agréable. Par contre, je ne pourrais pas dire que j'ai vécu un moment transcendant en assistant au spectacle. Voilà. Pour quelle raison? Alors, si on y va d'abord dans la scénographie, donc ils ont choisi quelque chose d'extrêmement épuré, beaucoup plus épuré que ce qu'ils avaient dans le spectacle original. Donc il y a quelques éléments de décor physique sur scène, par exemple dans la scène de la chanson Le sang des soldats, qui est, je peux me permettre personnellement, ma chanson préférée de la pièce. Ils ont utilisé des espèces de grands chevaux en métal qui se basculaient pour imiter les soldats cavaliers au combat. Ce qui était assez impressionnant à regarder, c'était intéressant comme choix. Par contre, les arrière-plans, c'était uniquement des projections un peu kaléidoscopiques ou des photos, pas vraiment des photos, mais des images qui font penser à des photos sur un écran, un écran, tout simplement. C'était projeté. Donc, alors l'écran numérique qui permet... Effectivement, c'est pratique quand on est en tournée parce qu'on n'a pas besoin de transporter beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça donne un rendu qui certaines personnes trouvent moins intéressant. Personnellement, je suis plus adepte des décors physiques, mais j'imagine qu'il y avait des contraintes de budget aussi. C'est moins cher de produire des décors comme ça. Donc, c'était une mise en scène assez épurée. Il y avait un plateau tournant au milieu de la scène qui permettait aux personnages de tourner, donc d'imiter comme un effet de tapis roulant quand ils se déplacent. Oui. C'est comme s'ils changeaient de lieu. Donc, les changements de décor étaient bien faits, par contre. Ça allait très bien, pas d'anicroche. C'était intéressant à regarder visuellement aussi. Donc ça, oui, ça, c'était bien, je suis d'accord. Au niveau de l'interprétation des personnages, donc l'acteur principal, Gianmarco Schiaretti, excusez-moi si je le massacre, mais c'est le nom. Oui. C'était un très bon choix pour jouer Don Juan. Je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment bien compris l'essence du personnage et qui l'interprétait très bien. Par contre, le reproche que j'aurais à lui faire, c'est au niveau vocal, parce qu'il a une très belle voix qui porte beaucoup, mais qui porte tellement qu'il couvre la voix des autres quand il chante. Les duos comme Changer ou Seulement l'amour qu'il chante avec Maria, la comédienne qui joue Maria, on l'entend à peine comparé à sa voix à lui. Ce qui est assez dommage parce que normalement, ils sont supposés chanter en chœur, ils sont supposés ne faire presque qu'un dans la chanson, ce qui était le cas dans la distribution originale avec Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier. Ouais. Excusez-moi, j'ai lu à côté, ça me fonctionnait pas dans mon... Voilà. Et Marie-Ève Janvier qui ont un timbre à peu près identique, pas un timbre, mais une intensité égale, oui. Donc, on entend les deux à proportion égale et c'est agréable dans cette nouvelle mouture-là. J'ai trouvé ça un peu déséquilibré et j'ai trouvé ça dommage parce que la chanteuse qui joue Maria, elle chante très bien et elle porte pourtant bien, c'est ce qu'on comprend dans ses solos comme Je pense à lui. On sait qu'elle chante bien, on sait qu'elle a un bon timbre. Certaines personnes lui ont reproché, j'ai entendu et j'ai lu, de ne pas avoir mis beaucoup de personnalité dans son personnage. C'était resté assez plat ou assez premier degré. Personnellement, je trouve que le personnage de Maria n'est pas écrit pour avoir beaucoup de nuances. Donc, je pense qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Contrairement à Don Juan, qui, lui, est supposé en avoir beaucoup plus, bien que je trouve que c'est pas non plus le personnage dont les nuances sont expliquées. On sait qu'il en a, on comprend qu'il en a, mais c'est pas du tout exploité dans la pièce, selon moi, donc on a du mal à développer une espèce de sympathie pour le personnage.
Moi, je suis désolée, à la fin, quand Don Juan, il meurt, j'ai pas de peine. Je suis désolée, mais je n'en ai pas. En fait, le personnage, c'est ça, porte sa part d'ombre, on le comprend. Et Oui. ça vient d'une grande souffrance, au fond. Oui, ça vient d'une grande souffrance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle. Parce que ce n'est pas expliqué dans la Non, pièce. c'est sûr. Donc, pour travailler son personnage, probablement que l'acteur est allé faire des recherches, il s'est documenté, il a lu, il a regardé ce qui a été fait avant. Et c'est parce que Don Juan, c'est un mythe qui date d'il y a plusieurs centaines d'années, même maintenant. Oui, Donc, tout à fait. Hein. C'est un auteur espagnol qui a quand même... c'est une espèce d'archétype, forcément. oui, donc il est allé faire ses recherches, il a travaillé le personnage, donc on comprend qu'il y a une nuance dans son comportement, on comprend qu'il y aurait une raison qui l'explique, mais dans la pièce de Felix Gray, ce n'est pas assez exploité selon moi, donc on ne comprend pas. Donc développer de la sympathie pour le protagoniste, je trouve ça un peu difficile, personnellement. Bon. Mais c'est pas la faute de l'interprète, c'est la faute de l'auteur. Il y a quelque chose de particulier aussi avec ces reprises de spectacles, parce que là, on reprend Don Juan. Il y en a qui vont comparer forcément avec la distribution précédente. Oui. C'est un peu la même chose. Cette semaine, je suis allée voir Starmania, puis c'est sûr que des fois, on se dit « Ah, est-ce que ça va être aussi bon que quand Claude Dubois chante J'aurais voulu être un artiste, le blues du businessman ». Puis là, oh mon Dieu, quand Diane Dufresne chantait ça, c'était extraordinaire. Ceci étant dit, la distribution actuelle de Starmania, elle est époustouflante. Elle est incroyable. Et il y a eu plusieurs moutures, donc on s'est habitué à entendre différentes voix chanter ces chansons-là. Alors, ça peut nous déstabiliser jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça. On comprend. C'est ça. Mais tu sais, tantôt, on parlait de la relation entre Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. On sentait, là, Chimie. On sentait une chimie incroyable. Est-ce que tu as senti cette chimie? Est-ce qu'il y avait de l'amour dans l'air? Alors, Nathalie, la Oui. Saint-Valentin, c'est pas tout de suite. ça s'en vient. Mais comment je décrirais ça? C'est sûr que essayer de faire mieux que l'original, c'est très difficile parce que la Ouais, barre c'est était ça. vraiment haute. Est-ce qu'il y avait une chimie entre les deux acteurs? Alors, je n'appellerais pas ça de la chimie, j'appellerais ça une bonne entente. Tiens, une petite nuance. Voilà. Ben, c'est 20 Je- ans plus tard, c'est sûr Oui. que les mentalités évoluent. Non, mais c'est surtout... Les relations amoureuses évoluent aussi. Non, mais c'est surtout que Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault étaient réellement amoureux. Donc, ça amenait une couche supplémentaire à leur personnage, une dimension auquel personne s'attendait parce que c'était pas prévu, c'est arrivé comme ça. Oui. Et ça a donné un résultat inattendu. Ça s'est allé par-dessus ce que le public espérait. Donc, quand on pense à ça, on se dit, mais ils pourront pas faire mieux. Ils peuvent faire peut-être aussi bien, mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux? Peut-être pas. Là, ici, je dirais plus que les protagonistes représentaient une histoire d'amour, mais est-ce qu'ils la faisaient ressentir? Je ne sais pas. C'est comme une toile. C'est un peu comme quand on va voir une toile dans un musée. C'est facile dessiner ou peindre un couple qui sont supposés s'aimer. Mais est-ce que la personne qui va regarder ta toile va ressentir l'amour que les deux protagonistes sont supposés avoir? Peut-être pas. Pourquoi? Peut-être parce que tu as oublié de rajouter une petite touche à tel endroit dans les yeux qui pourrait nous le faire ressentir. C'est ça. Là, La comme petite je étincelle, le comme on dit. ressens, c'est plus une représentation d'un couple qu'une représentation convaincante. Mais Geneviève a raison. Tu t'attends à une version, tu t'attends justement la note. Est-ce qu'il va la monter? Oui, est-ce que ça comme va être Claude aussi Dubois? beau? Est-ce que Ouais. ça va être aussi touchant, aussi puissant? Mais il faudrait vraiment partir dans un état où on se dit, j'ai comme jamais vu la pièce. C'est ça, mais j'accueille quelque chose de ça. nouveau. Parce cette que comme on me nouvelle, le propose. cette Parce nouvelle que approche, t'attends ouais. certaines chansons, t'attends Oui. certains... Ouais. Hein? Oui. D'autant plus que ce qu'on reproche un petit peu, là, pour faire parler de Starmania, on reproche aussi peut-être la salle est peut-être un peu plus froide. Ben, c'est parce que pas c'est immense. c'est C'est immense. présenté à la place, à la place Belle Télus, à Laval. oui. Belle, Place Belle, oui. c'est à À la Laval. place Belle à Laval. tout à Donc, fait. c'est un grand aréna Oui. où on propose des shows rock puis tout ça. Mais c'est que les décors sont immenses. À Paris, c'était présenté dans une salle immense. C'était pas présenté à l'équivalent de la Place des Arts, par exemple. Je pense que ces décors-là ne peuvent peut-être pas entrer dans la Place des Arts. C'est fait pour être dans le grandiose, dans une grande salle, en hauteur. Alors, ça s'est fait pour être un peu dans la démesure des shows rock, justement, qu'on va voir. C'est pour ça. C'est un show d'aréna, c'est un show de grande salle. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on en a plein la vue. Au niveau des éclairages, du décor, c'est grandiose.
Le désavantage de ça, c'est qu'on est loin, même quand on est proche. On est loin, donc on voit pas beaucoup les expressions. C'est quand même une comédie musicale, donc le jeu des acteurs, leur présence, on doit C'est ça. la ressentir, la voir C'est un peu ça de que près. c'est un peu ça. Tu es d'accord avec ça, Clarence? Hein? Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est vrai que quand on arrive dans un truc à grand déploiement, on est plus porté à regarder ce qu'il y a autour qu'à regarder ce qu'il y a dans le milieu. Pourtant, c'est ce qu'il y a dans le milieu qui est intéressant. C'est la performance des acteurs qui est plus intéressante à regarder. Mais je tiens à dire que j'ai trouvé que la distribution, les choix pour la distribution dans Don Juan étaient très judicieux. Mhm. Ils ont casté les bonnes personnes dans les bons rôles. Par exemple, c'est Olivier Dion qui interprète Don Carlos. C'est un choix judicieux parce que c'est exactement dans les cordes de ce qu'Olivier Dion sait faire. Il a joué un rôle un peu similaire, donc le personnage qui est beau, qui est gentil, parce que c'est l'antithèse de Don Juan. Il est beau, il est gentil, il est respectueux, il cherche le grand amour. Ça ressemble un petit peu au personnage qu'il aurait pu jouer dans Les Trois Mousquetaires ou qu'il aurait pu jouer dans Hairspray quand ça a été monté à Montréal. Donc, ils ont choisi quelqu'un qui savait. Donc ça, c'est intelligent. Est-ce que c'est original? Non. Parce qu'il l'a déjà fait, donc c'est pas une sortie de la zone de confort pour lui, mais il jouait très bien et il chantait très bien. Lui aussi, il avait bien compris le personnage. Et lui, tu es sympathique envers lui. Bon. Alors, mais ça sera donc à découvrir. Alors, parce que là, c'est présenté, faut le dire, là, on donne les dates. C'est quand même encore là pour un petit moment. Oui, tout à fait. C'est jusqu'au 24 août. Donc, il reste encore plusieurs semaines ou plusieurs représentations disponibles. Donc, vous pouvez C'est y à aller. la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. À la salle Wilfrid Pelletier, exactement. Ouais. Alors là, c'est pas mal. Ben, c'est moins gros que la Place que la Belle. Place Belle, bien sûr. Et Starmania va être présenté plusieurs soirs. Donc, Ah, ouais. la demande est là. Tout à fait. C'est vraiment impressionnant. Bon. Impressionnant comme show. Ben merci Clarence finalement d'être sortie pour nous hier soir. Ah, mais avec plaisir. On Et vient- enchanté. Et enchanté. Alors c'est ça. Est-ce qu'on s'arrête le temps d'une petite pause ou on continue tout simplement? On peut continuer, oui, avec Geneviève. Tu peux rester là, Clarence, pas de problème. Et puis c'est ça. Donc on sent tout de suite en toi, évidemment, celle qui a vu beaucoup de spectacles, qui a animé des émissions aussi. Alors tu as toute cette culture. Moi c'est ça qui m'impressionne aussi. T'as vraiment une culture très, très étendue, mais à tous les niveaux, parce que là, tantôt, on parlait, bien sûr, on a parlé des Olympiques, là. On a parlé, d'ailleurs, juste une petite parenthèse avant qu'on l'oublie, oui, tu as couru avec la flamme olympique, toi, dans ta vie. Oui, j'ai couru avec la flamme olympique en 2009, donc juste avant les Jeux olympiques de Vancouver, qui avaient lieu en 2010. J'ai couru, c'est à rue Sherbrooke, à Montréal. J'ai fait quelques coins de rue. C'est pas très long, c'est un trajet de quelques coins de rue, Pas mais besoin mon d'être très Dieu! en forme. Mais quand t'as ça dans les mains, là, là, tu comprends toute l'envergure, toute l'importance là, de transporter le flambeau olympique. Puis d'ailleurs, j'ai encore le flambeau chez moi parce que c'est pas une course à relais. C'est-à-dire que j'ai couru vers une autre personne, mais je lui ai pas donné mon flambeau. J'ai allumé son flambeau. Ah oui? Et j'avais allumé mon flambeau sur le flambeau de la personne qui me précédait. Ce qui fait qu'il y a plusieurs flambeaux. Et je l'ai chez moi, je l'ai gardé. C'est un très beau souvenir. J'avais aussi un ensemble imperméable blanc, très joli, blanc et bleu pâle, avec un beau petit bonnet des Olympiques. Fait que j'ai gardé tout ça. Mais c'était... Moi, je venais de combattre un cancer. Je venais de passer un an en chimiothérapie, en radiothérapie. L'espèce d'expérience qui est désolante, mais quand tu sors de là, tu te sens superwoman. Ah ben j'imagine Fait avec que- le flambeau. parce que quand tu après réussis ça- à combattre ça, oui, tu fais oui. comme... OK, C'était presque ta victoire. Tu Alors, l'avais, alors le effectivement, c'est une symbole, victoire. tout Ouais. de suite après, là, je venais juste de terminer mes traitements, puis on me met un flambeau olympique dans les mains. Écoute, là, Tu te sentais j'ai victorieuse. couru là, mes 3 coins de rue en bottes d'hiver avec beaucoup de fierté. Et je trouvais le symbole très fort. fort, ouais, oui, c'est fort. très fort. C'est comme, OK, on peut se surpasser. Ouais, On peut tous se Ouais. surpasser. C'est un peu le message. On voulait
Oui. T'en parles un petit peu? Oui. Oui. On voulait en parler un petit peu parce Ben, que c'est moi qui ai ouvert la porte. C'est ça. J'ai ouvert la On porte. vit tous des moments difficiles. Oui. Chacun à sa façon. On les traverse chacun à notre façon, mais on s'en sort. Oui. Et puis, tu t'en es sorti très bien. Je m'en suis sortie en étant très, très... il faut dire que la médecine a fonctionné. Oui. Il n'y a rien de cosmique là, non plus. Là. La médecine a fonctionné. La médication, la science, la médecine ont fonctionné. Alors, je m'en suis sortie. Mm-hmm. Mais à travers ça, pour bien s'en sortir, moi, j'ai cultivé une force positive, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de lumière. Je voulais être dans la joie, dans la lumière. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. C'est pas de faire semblant que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de malheur qui s'abattent sur nous. Mais c'est de faire comme, OK, de toute façon, je fais tout ce qu'il faut pour me guérir. Alors, pourquoi pas, en plus, être de bonne humeur et rester dans une énergie positive et dans la lumière? C'est ce que j'ai choisi de faire. Quand mon conjoint a reçu son verdict, Pierre, on venait de Pierre, mon beau Pierre. Comme mon chum, parce que Pierre connaissait, en fait, moi, j'étais témoin de vos débuts amoureux. Oui, moi, je le savais, j'étais dans le secret. On travaillait ensemble. Oui, puis c'était tellement beau ensemble. Wow. Alors, mon beau Pierre, quand il a reçu son diagnostic, on lui avait donné 2 à 4 ans. On est sorti de là, je m'en souviens, on avait notre casque de moto et j'ai pleuré de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont jusqu'à l'île des Sœurs. Et on est arrivé à la maison. Pierre m'a dit, Nat, tu pourras pas pleurer comme ça tout le long parce qu'on a pour 2 à 4 ans et peut-être encore plus, on le sait pas, tu sais. J'ai dit, oui, mais laisse-moi encaisser le choc. Et il m'a répondu, moi, je veux te demander une chose. Je veux que le myélome multiple ne nous prive jamais de 5 secondes de bonheur. Exactement. Il venait d'avoir son verdict, puis il m'a dit, je ne veux pas que le myélome multiple nous prive de 5 secondes de bonheur. Aujourd'hui, tu peux pleurer, mais à partir de demain, on est de retour sur le piton, on est de bonne humeur, on continue ensemble, on s'aime, on va faire tout ce qu'on peut faire dans la mesure où, parce que physiquement, des fois, c'est plus difficile. Mais c'était ça. C'était de se dire, comme toi, on se mettait pas la tête dans le sable en se disant, il n'existe pas le myélome multiple. Il existait, mais en dehors des traitements, puis tout ça, vivons pleinement, continuons à rire, à sourire. Et je pense que ça a aidé beaucoup, beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, il est décédé, mais ce que je me dis, j'ai tellement vécu de moments heureux. Mais tu comprends? C'est ça. Fait que même dans l'adversité. Exactement. C'est ça. Mais il faut dire aussi que tu avais perdu ton conjoint, tu as eu ton cancer, tu as eu des moments difficiles. Dans la même année, ça, c'est l'année de mes 40 ans. Hein? Oui, c'est 2008. C'est très marquant de vivre tout ça. C'est comme... Je dirais au final que dans nos vies, on va tous être confrontés à la maladie et à la mort de gens proches de nous. Mais ce qui était peut-être étonnant dans mon cas, c'est que ça m'arrivait à 40 ans, qui est un âge assez jeune, bien qu'il y ait des diagnostics maintenant chez des filles, des femmes de plus en plus jeunes. Mais autrefois, rappelez-vous, c'était quand même un cancer qui touchait des femmes plus âgées. Et puis, et perdre son amoureux à 40 ans, c'est quand même rare. Oui, tu as l'impression que tu es au début de ta relation, ça faisait 4 ans seulement. Oui, c'est ça. Puis Michel avait seulement 49 ans. Donc, il était jeune. Alors, c'est ça qui était vraiment déstabilisant et étonnant. C'est cette espèce de double valse-là avec la mort qui se passe alors que je n'ai que 40 ans. C'est pas supposé d'arriver à un âge si jeune, tout ça. Mais peut-être que le fait d'avoir cet âge-là, j'avais quand même beaucoup d'énergie. Puis j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour être très positive et passer à travers. Mais c'est sûr que ça a été éprouvant, bien sûr. Oui, et d'autant plus que tu as dû mettre un petit peu en sourdine, c'est-à-dire ton deuil, quand tu as eu ton diagnostic de cancer. Alors, après ça t'a rattrapé aussi. Le deuil est revenu après, exact. parce que comme, OK, moi, je suis guérie, mais là, ouf, mon deuil n'est pas fini.
ça m'est revenu de front. Donc, Ouais. Et à 40 ans, on est encore bien jeune, peut-être pour affronter toutes ces difficultés. Là, ça prend une grande maturité. Donc, tu avais quand même j'ai une facilité force, au bonheur. J'ai le bonheur facile. J'ai la chance d'avoir le bonheur facile. Il y a des gens qui n'ont pas le bonheur facile. Même s'ils ne vivent pas de grandes épreuves, ont des tendances plus dépressives ou ont tendance à être plus négatifs, pessimistes. Moi, je suis dans la positivité, dans l'espoir. Oui, dirais-tu, Geneviève, que c'est parce que tu as beaucoup voyagé aussi? Tu as vu beaucoup de la souffrance, ou parce que tu as visité des pays, évidemment pas toujours des pays faciles là, d'approche, là, finalement. Alors, tu as voyagé énormément, tu en as vu des choses. Oui, puis quand tu visites le Cambodge ou tu te retrouves au Timor ou en Inde, tu te rends compte que... On a une belle vie ici, c'est-à-dire qu'on peut avoir des moments difficiles, mais on a quand même des vies plus faciles. En Inde ou au Cambodge, c'est des existences difficiles. Ce n'est pas que des passages difficiles, c'est des existences difficiles. C'est que ta vie, du début à la fin, va être remplie d'épreuves et va être difficile. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde. C'est ça. Donc, oui. Alors ça donne toute une autre perspective à la vie, enfin à la vie que l'on mène, nous, et à nos épreuves, à nos épreuves à nous. Mais en fait, donc, parlons un petit peu rapidement là, de voyage, justement, parce que tu as tellement voyagé, tu as eu beaucoup de coups de cœur. D'ailleurs, tu nous les as présentés à la télé, dans des émissions. Tu as vraiment... Et puis, j'ai été fascinée aussi parce que tu as un bon ami à toi, qui est Robert Lepage. Oui, avec qui tu as voyagé. Qui est mon partenaire de voyage aussi. Un de mes partenaires de voyage, parce que je voyage avec des copines aussi, comme Heidi Hollinger, qui est une photographe, puis qui a le même rythme que moi en voyage, puis qui parle à tout le monde comme moi, puis qui peut passer 15 minutes à photographier quelque chose parce qu'elle est fascinée. Donc, c'est une partenaire de voyage parfaite parce qu'on a le même rythme et les mêmes intérêts. Ça, c'est très important. C'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un que tu peux voyager avec cette personne-là, bien voyager avec cette personne-là. Avec Robert Lepage, ça se passe super bien parce que il est très, très curieux. On a cette même grande curiosité, puis on marche. Puis là, moi, quand je voyage, je veux avoir l'impression d'avoir marché dans toutes les rues, puis d'être entré dans toutes les églises, puis d'avoir grimpé sur tous les murs, puis... J'ai un côté Napoléon en voyage, de la conquête du territoire. Là, je veux tout voir. C'est très rare que je vais passer l'après-midi sur une terrasse à flâner. C'est comme, non, je vais me chercher un matcha latte dans un petit café, puis je marche avec. Là, puis je veux tout voir. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez partagé comme ça à la radio aussi vos coups de cœur. Et puis, oui, on a fait une émission, une série sur Radio-Canada qui s'appelle Deux hémisphères. C'est un concept que j'ai créé, que je lui ai proposé. Et c'est sur les phénomènes culturels et sociaux qu'on a observés en voyage, ensemble ou séparément. Ensemble, on est allé en Afrique du Sud, on est allé à Moscou, à New York, à Athènes, à Rome. Je pense que c'est ça. Puis à Québec, souvent. Sûrement. C'est sûr. On est allé à Berlin l'été passé. Le dernier voyage qu'on a fait ensemble, c'était à Berlin. Et on marche du matin au soir, là, puis on Alors, c'est parle, vraiment une belle complicité. Oui, on Incroyable. adore ça. D'ailleurs, au Québec, ton arrière-grand-père a déjà été maire de Québec? Oui, pendant 15 ans. C'est lui qui détient la plus grande longévité à l'Hôtel de Ville avec Jean-Paul Lallier. Ouais. Donc, Lucien Borne a été un maire important pendant la Deuxième Guerre. Et récemment, j'ai inauguré à l'Hôtel de Ville une photo pour souligner le 80e anniversaire du passage du général de Gaulle à Québec. Avec ton grand-père. Pendant la Deuxième Guerre. Et c'est une belle photo avec mon arrière-grand-père. On les voit sortir de l'Hôtel de Ville. Une super belle photo, là. Et puis là, c'est ça, il faut parler du chaînon, ton engagement. Tu as été d'ailleurs honoré récemment pour ton engagement au chaînon. Ça fait une quinzaine d'années que j'anime le bal du chaînon ou le grand rendez-vous du chaînon. C'est un organisme qui me touche beaucoup, qui vient en aide aux femmes en difficulté et qui concrètement aide les femmes à se reconstruire,
à repartir en neuf. C'est souvent des femmes qui cognent à la porte du chaînon, qui ont quitté leur mari pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour violence conjugale, toxicomanie, tout ça. Elles cognent à la porte du chaînon et on les prend en main, en charge. Puis, on leur tend la main pour qu'elles puissent repartir en appartement, qu'elles puissent avoir des nouveaux meubles, des vêtements, des ressources. Et je trouve que c'est tellement concret. Chaque don qu'on fait au chaînon aide à nourrir ces femmes-là qui sont hébergées au chaînon. Alors, tu as reçu beaucoup de la vie, Geneviève, mais tu redonnes aussi beaucoup. Ah, c'est important. C'est important, hein? Ouais. Très important. Alors, c'est ça. Et tes prochains projets, là, je sais pas Ben qu'est-ce là, qui s'en je vais vient. retourner à Paris pour la fin du festival Scène Canada. Là, ça va être les Jeux paralympiques à la fin août. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire. Encore une fois, de pouvoir mettre en lumière des artistes québécois et canadiens. En fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est ce que j'aime faire beaucoup. Mettre en lumière les gens qui ont du talent, les présenter, expliquer leur travail, tout ça. Donc, j'anime sur place les soirées. Je présente les artistes. Je fais des entrevues avec eux aussi. On fait du contenu pour les réseaux sociaux pour ceux qui ne sont pas sur place. Oui. Alors, après ça, ce sera l'automne. Et puis, j'imagine que tu n'es pas en manque d'idées. Alors, peut-être tu vas partir à quelque part. J'ai la bougeotte. À la bougeotte, c'est ça. D'autres projets créatifs et tout. Et tu seras sûrement très en demande, évidemment, pour toutes sortes de l'animation. Tu fais beaucoup de corporatifs. Enfin, tu es vraiment à la demande. Oui, c'est ça. En demande. Mais quand on me dit « Travailles-tu beaucoup? Ben gros, ces temps-ci, je dis « Juste assez. » Parfait. Bravo. Oui. Merci Geneviève. Merci infiniment. Merci Clarence aussi de ta belle visite. Merci Nathalie. Écoute, on a eu du plaisir cette semaine. Plaisir. Je pense qu'on aurait pris une heure de plus. Oui, avec Geneviève. Oui. Merci pour... Merci. Ça a été un coup de cœur. Au revoir. Cette belle conversation. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine.